renversement de situation assez spectaculaire pour les perspectives économiques de la zone euro par rapport à ce qu'on pouvait anticiper il y a encore 3 ou 6 mois. Nous évoquons cette question avec Patrice Gautry qui est à nos côtés en plateau. Patrice, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes chef économiste à l'Union bancaire privée. Je le disais, la crise énergétique n'aura pas lieu. En tout cas, les conséquences économiques très délétères, très négatives qu'on anticipait encore il y a quelques mois en raison de la crise énergétique ne se sont pas matérialisées. Sans doute pas pour cet hiver, c'est désormais quasiment acquis, et peut-être même pas pour l'hiver prochain. Patrice, c'est là où je vous vois dodeliner de la tête, ce qui semble donc être encore une question ouverte. Néanmoins, certaines grandes maisons, je l'ai beaucoup indiqué hier, Goldman Sachs, avec l'effet Goldman Sachs en plus des prévisions, indiquent qu'il n'y aura pas de récession économique en zone euro cette année. C'est peut-être encore un pari un peu contrariant à ce stade. Néanmoins, quelle embellie, quelle amélioration par rapport aux perspectives qu'on pouvait encore dresser il y a 6 mois, Patrice. Oui, on a enlevé des risques. Ça, c'est très clair, comme vous l'avez rappelé en introduction, puisqu'il n'y a pas de rationnement, il n'y a pas non plus, effectivement, de crainte sur la production d'électricité, et qu'on a un paysage dans lequel, effectivement, la production d'électricité, je dirais, l'arsenal nucléaire se remet en marche, la production d'énergie. Oui, civil, bien sûr. Donc, se remet en marche, ce qui veut dire qu'effectivement, on enlève les risques extrêmes, puisque, en fait, à un moment, on craignait que, je dirais, conjointement, l'absence de matières premières en provenance de Russie, plus effectivement les difficultés d'approvisionnement, ça pouvait coûter 2 points de croissance, donc 2% de croissance en zone euro, et sur lequel effectivement on n'avait pas 2% de croissance, et donc on serait retrouvé avec -1 en fait de récession. Donc on a échappé à ce scénario du pire. Néanmoins, les contraintes demeurent. Et les contraintes demeurent, c'est encore en fait des ruptures d'approvisionnement, une certaine désorganisation dans l'activité industrielle. On voit qu'il y a des rotations très très fortes. La chimie allemande est notamment mise sous forte contrainte, alors que, par exemple, on a vu l'activité s'améliorer en termes de composants ou en termes aussi de carnet de commandes du côté de l'automobile. Donc on a encore beaucoup de contrastes, et ces contrastes, on les retrouve aussi du côté du consommateur. Donc là, il y a énormément de rotations sectorielles. On consomme un peu plus de services, un peu moins de vêtements, un peu moins de nourriture. On a d'ailleurs, dans certains pays, des chiffres en volume en fait, de la consommation de nourriture qui sont, sur plusieurs mois, négatifs. Donc en fait, c'est a priori le côté sacro-saint auquel on ne touche jamais. Eh bien non, c'est terminé. Donc on voit bien qu'il y a des ajustements. C'est pour ça que derrière, je dirais, l'affichage très marketing peut-être de certaines maisons en disant il n'y aura pas de récession en Europe. En fait, la logique est plutôt aujourd'hui on est en récession en Europe. Quand on regarde les indicateurs, et même si les PMI dernièrement se sont améliorés, d'ailleurs plus dans les services que dans le secteur manufacturier, on voit bien qu'il y a une logique de contraction. On a échappé au pire, la contraction ne sera pas forte. Par contre, Q1, Q2, pour moi, sont dans une logique -0,1, -0,2. Et puis après, on peut redémarrer. Alors, on peut redémarrer, mais que va faire M. Poutine ? Et c'est ce qui me manque peut-être dans ces scénarios-là. C'est-à-dire que pour l'instant, on a l'impression que, puisqu'en fait, la contrainte énergétique n'a pas fonctionné sur l'Europe, M. Poutine va rentrer chez lui et va s'excuser pour le dérangement. Je pense que ce serait un scénario naïf, et on n'a pas encore vu, effectivement, ni de cessez-le-feu, ni de capitulation, ni d'avancée décisive sur le terrain géopolitique. Le fait qu'on ait réussi, parce que, évidemment, le facteur météo est un facteur chance, entre guillemets, même si ça pose des questions sur l'ampleur du dérèglement climatique et la vitesse du dérèglement climatique. Mais au-delà de ce facteur chance, il y a quand même aussi la capacité d'adaptation des entreprises et des industries, même si certaines, vous avez cité la chimie allemande, ont quand même énormément souffert. Même en ayant réussi à désamorcer l'arme énergétique qui était l'arme principale de Vladimir Poutine contre les Européens, vous dites attention à ne pas extrapoler trop de bonnes nouvelles sur le plan du conflit géopolitique en tant que tel. Le problème, c'est que ces bonnes nouvelles, il faut les renouveler régulièrement. C'est-à-dire que, effectivement, on a vu qu'il y a eu, alors il y a eu une diversification des approvisionnements. La Chine n'étant pas là, en termes de croissance et en termes d'activité, c'était facile de demander en fait à certains pays du Moyen-Orient de réorienter en fait des tankers ou des bateaux avec le gaz, de les réorienter vers l'Europe. Et effectivement, on avait aussi la chance que les pays nordiques avaient encore des capacités supplémentaires d'exportation. La contrainte était effectivement d'avoir des capacités de traitement, de raffinage, notamment le gaz liquide, donc en Allemagne, et les bateaux arrivent. Donc, je dirais, on a réussi avec la chance effectivement de cette saison beaucoup
beaucoup plus calme en termes de température, de mettre en place relativement rapidement, en fait, ces approvisionnements. Ces approvisionnements, il faut les solidifier, il faut les pérenniser. Est-ce que l'Algérie, est-ce que la Norvège, est-ce que la Suède peuvent continuer à délivrer des matières premières? Mais la Chine est maintenant sur une autre histoire. Ouais. Et donc, elle aura besoin de matières premières. Alors, peut-être pas tant le pétrole et le gaz qui ont peut-être été déjà sécurisés du côté chinois, ou du moins du côté chinois, on peut acheter le pétrole en provenance et le gaz en provenance de Russie. Donc là, ça réduit peut-être le poids des contraintes ou des sanctions qui ont été exercées par les pays développés et les pays du G7 ou de l'OTAN, pour être beaucoup plus précise sur la Russie. Mais on voit bien que, pour moi, le contrat 2024, le gaz en 2024, c'est-à-dire l'hiver 2023 et le 2024, est encore à reconstruire ou à sécuriser. La grande question pour moi dans tout ce conflit, c'est est-ce que l'Europe a travaillé suffisamment à son indépendance énergétique? Elle a travaillé à remplacer un fournisseur qui était majeur, à le diversifier. Est-ce qu'elle a travaillé suffisamment pour son indépendance énergétique? Pour moi, la réponse est encore non. Ah ouais. Sur la Chine, justement, là, effectivement, dans la grande photographie macro-globale de 2023, comment vous voyez se dérouler la séquence chinoise? Quelle va être la contribution de la Chine à la croissance mondiale et à l'inflation mondiale, s'il faut poser la question, Patrice? Oui, alors une Chine, pour rebondir tout de suite sur le dernier point, une Chine qui s'ouvre ou qui se réouvre, c'est effectivement avec en axe derrière l'utilisation de l'épargne accumulée par les Chinois en termes de consommation, c'est une inflation domestique dans un premier temps qui sera un petit peu plus forte, et dans un deuxième temps, ce sera effectivement une demande, notamment matières premières, et je disais c'est peut-être beaucoup plus du côté des métaux, en fait, ou des métaux rares même. On se souvient de la course en technologie, où la demande sera effectivement en fort rebond. Après, pour la question beaucoup plus lourde de l'évolution de la croissance chinoise, donc le 4e trimestre est certainement abominable, peut-être pas autant que le premier trimestre l'avait été, mais comme c'est un processus de fermeture, eh bien, on va avoir des activités qui vont être une activité qui va être fortement dépréciée. Le rythme que l'on va avoir au premier trimestre va dépendre en fait du rythme de réouverture progressive et du pic de la contamination. Ouais. Avant de parler du pic de la vaccination. Ouais. Et c'est là, je dirais, une course de vitesse. Et on observe dans les grandes villes, quand on regarde des données de haute fréquence, que le pic de la contamination a, semble-t-il, déjà été atteint, qu'il y a des données haute fréquence, c'est-à-dire le transport public, activité dans les secteurs des services, qui est en train déjà de rebondir. Ce qui voudrait dire qu'il ne va peut-être pas falloir attendre l'intégralité du premier trimestre pour observer d'ores et déjà un rebond d'activité donc en Chine. Alors, ce qui veut dire que d'ores et déjà, on peut pronostiquer, après cette incertitude pour le premier trimestre, que le deuxième trimestre et le troisième sont certainement en fort rebond. Fort rebond, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aller au-delà des 5%. On va 6, 8%, sont des chiffres qui sont probables, effectivement, parce qu'on a derrière ce processus des réouvertures, utilisation de l'épargne, on a les soutiens monétaires qui ont déjà été mis en place, donc les dernières injections de liquidités n'ont pas été très très fortes, mais le crédit va repartir et le soutien à l'immobilier, la stabilisation de l'immobilier va permettre effectivement aussi d'avoir une activité domestique. Et puis, bien entendu, les Chinois n'ont pas perdu leur objectif qui est de construire et de reconstruire, je dirais, une industrie de nouvelles technologies qui puisse batailler, concurrencer l'industrie américaine. Donc on va avoir en fait tous les feux en fait, qui se réallument en Chine à partir du deuxième trimestre. Sur le plan des banques centrales, de la politique monétaire, et on peut revenir peut-être de ce point de vue-là à l'Europe et à la Réserve fédérale américaine, aux États-Unis, bien sûr, Patrice, comment vous voyez là aussi les choses se développer? S'il y a moins de risques sur la croissance économique en zone euro, est-ce qu'il faut attendre une banque centrale européenne toujours plus hawkish? On semble ne pas être stabilisé de ce point de vue-là. Je me réfère au dernier discours, en tout cas, le Conseil des gouverneurs du mois de décembre, qui a été un vrai choc pour recaler des anticipations de taux terminal à la hausse. La Fed semble avoir passé ce moment-là et s'approcher doucement d'un taux terminal qui conviendrait à peu près à tout le monde et notamment à la lutte contre l'inflation en matière d'équilibre, autour de 5% plus. Ça veut dire qu'on va avoir une BCE sur la séquence 2023 qui se présente comme plus hawkish, plus agressive que la Réserve fédérale américaine qui arrive en fin de course. La Banque centrale européenne est venue après les hausses de taux
à la fois de la Banque d'Angleterre, qui était la première parmi les grandes à commencer, et après la Fédérale Réserve américaine. Donc effectivement, il y a un décalage à peu près d'un trimestre. On le voit bien en fait sur la dynamique d'inflation, puisqu'on ne fait que commencer à décélérer donc en zone euro, alors qu'on est déjà sur une trajectoire bien établie depuis plusieurs mois. Donc aux États-Unis, ça devrait être confirmé encore, du moins cette trajectoire mesurée sur un an, par le chiffre qui sera publié demain. Donc, avant d'être assuré de cette tendance à la décélération de l'inflation, on ne peut pas pivoter. Et les marchés sont en train de reprendre le call ou le pari ou le test qu'ils avaient fait au mois de mai l'année dernière, au mois de juillet l'année dernière, au mois de septembre l'année dernière, au mois de novembre l'année dernière, en disant allez-y, relâchez-vous, soyez détendus puisque l'inflation baisse. Donc voilà. Et votre travail est déjà fait. Vous pouvez, vous banquiers centraux, partir à la retraite anticipée. Eh bien non. Et le ton est encore restrictif. N'oublions pas, et ça c'est important, que dans les discours des banquiers centraux, alors pas nécessairement M. Powell ni Mme Lagarde, mais Mme Schnabel pour la zone euro, comme M. Bullard ou d'autres, M. Kashkari, qui sont effectivement partis des faucons, eh bien en fait pour eux les taux ne sont pas encore suffisamment restrictifs. Ouais. Et c'est ça le mot-clé aujourd'hui. Oui, on a une inflation qui décélère même un petit peu plus vite, mais on a d'autres composantes qui ne se sont pas encore ajustées. Aux États-Unis, c'est le marché de l'emploi, et en Europe, là aussi, on est en décalage de cycle par rapport aux États-Unis, c'est l'inflation salariale. Et effectivement, on a lancé le processus en fait d'une inflation salariale plus élevée qui reflète effectivement des conditions d'inflation qui ont été plus élevées. On a commencé le processus en fin d'année avec les négociations d'IG Metall, 5-6%. Et là, on est en train effectivement de le transposer dans les autres secteurs et les autres pays de l'activité. Donc, le pic de l'inflation salariale, ce sera certainement plutôt au milieu d'année 2023, qui correspondra en partie à l'accélération de l'inflation, même si effectivement on voit bien que l'inflation salariale aux États-Unis c'est entre 6 et 7% pour une inflation qui est revenue à 9, alors qu'en Europe on est plutôt sur des chiffres contenus en moyenne entre 4 et 5% par rapport à une inflation qui avait été beaucoup plus importante. Donc de toute façon, en termes de pouvoir d'achat, on n'est pas sur une situation qui est comparable. Il y a encore effectivement, on ne fait pas répliquer les salaires en termes de progression par rapport à l'inflation. Donc on n'a pas véritablement une indexation. On a une prime qui était liée à l'inflation et de toute façon on va avoir des ajustements comme on le voit aux États-Unis. Si on prend la même maturité du marché de l'emploi et des salaires aux États-Unis, on est déjà sur une tendance de ralentissement. Il y a des ajustements, pas dans tous les secteurs, mais des ajustements qui commencent à s'opérer donc aux États-Unis. On va avoir ce même processus en Europe, mais ça va être décalé. Et puis en Europe, il y a, on le voit au Royaume-Uni, grève, ajustement dans certains secteurs sensibles, la santé, les transports. Eh bien, effectivement, on peut avoir ces mêmes phénomènes qui se retrouvent en Europe continentale, sans parler de la France précisément, mais effectivement dans les autres pays. Donc, je veux dire, on a une accélération salariale, en fait, à venir au premier et au deuxième trimestre, à laquelle, effectivement, la Banque Centrale Européenne va rester vigilante. Donc, on va chercher 3 à 25% sur les taux courts. Et puis après, j'espère qu'on sera en pause parce que l'inflation sera revenue. Et en définitive, on va retrouver une dynamique de pouvoir d'achat au deuxième semestre 2023 qui devrait être moins défavorable. Et là, comme on a enlevé les contraintes de rationnement du gaz, eh bien, on enlèvera une contrainte sur les ménages qui est indirectement, en fait, la taxe inflation. Celle-ci sera moins forte. L'inflation en fin d'année surprendra par son niveau à la baisse, j'entends, Patrice ? Alors, une inflation de 3%, on peut vivre avec. Surtout quand on a connu une inflation à 12% ou à 10% ou à 9% aux États-Unis. Donc je dirais la sensibilité dans les indices de confiance, ce sera véritablement peut-être quelque chose qui incitera les ménages à revenir vers une consommation. À partir du moment où, si l'inflation est en ralentissement, alors ça ne suffira peut-être pas pour la Banque Centrale Européenne, mais la différence entre 2 et 3 me semble faible et ça pourrait être acceptable. Mais bien entendu, il faudra voir l'état de la croissance réelle sur l'évolution au fil des prochains trimestres. Puis je rappelle qu'en fin d'année, quand même, là aussi, c'est quand même un aspect positif de l'inflation pour les épargnants, plus précisément. L'épargne sera quand même nettement mieux rémunérée. Le livret A va passer à 3% et plus.
si l'inflation repassait sous les 3% en fin d'année 2023, ce serait quand même un rendement réel positif pour une épargne sans risque, placée par les ménages français. L'épargne est mieux rémunérée, et je dirais en fait le challenge maintenant, c'est d'orienter cette épargne, non pas qu'elle reste sur un bas de laine pour simplement avoir une rémunération légèrement positive par l'inflation, mais qu'elle serve effectivement à relancer de l'investissement productif, parce que là, on crée la croissance de moyen terme. Merci beaucoup Patrice pour votre éclairage macro sur ces perspectives qu'on peut dresser à ce stade pour l'économie européenne, l'économie mondiale pour 2023. Patrice Gautry, chef économiste à l'Union bancaire privée.